L'échiquier international, bienvenue. L'Espagne se rend aux urnes pour décider de son avenir politique avec un corps électoral enflé d'environ 37,5 millions d'inscrits. À savoir l'Espagne, si elle décidait de renouveler le mandat du Premier ministre Pedro Sánchez, ou bien, comme toutes les enquêtes d'opinion le prédisent, on verrait l'avènement de la droite, laquelle amènerait avec elle dans ses bagages l'extrême droite, ce qui marquerait le retour de cette tendance au pouvoir près d'un demi-siècle après la fin de la dictature franquiste. Mais au-delà de la péninsule ibérique et à l'approche des élections européennes de 2024, le basculement à droite de la quatrième économie de la zone euro après celui de l'Italie l'an dernier constituerait un coup de tonnerre pour les gauches européennes. Mais la symbolique s'élargirait davantage en termes de questionnement alors que l'Espagne exerce actuellement la présidence tournante de l'UE. Dans le pays, ces derniers jours, toutes les enquêtes d'opinion publiées jusqu'à ce week-end estimaient une quasi-victoire du Parti populaire, le PP Alberto Núñez Feijóo. Mais le fait est que les publications soient interdites pendant les 5 jours précédant le scrutin, qui incite à la prudence, d'autant qu'il y a encore plusieurs indécis, comme les températures élevées au-dessus d'un vote électoral ayant eu lieu en pleine période estivale. Toute une série de facteurs présentement qui nous poussent à mettre tout ceci au conditionnel. Ce qu'on peut dire est que le gouvernement Sánchez a été entaché de crises et de difficultés qui ont concentré toute une série de critiques acerbes en Espagne et à l'international. Mais aussi la société espagnole, quel que soit le résultat du vote en question, est de plus en plus divisée et clivée. C'est de cela que nous allons parler tout de suite après le jingle. Des élections décisives en Espagne pour le pays, les équilibres en Europe. Le pays sera-t-il le prochain dirigé par une alliance de la droite et de l'extrême droite après l'Italie de Giorgia Meloni? C'est un des enjeux de ce scrutin où les gauches, avec un Sánchez affaibli, qui espère sauver la mise. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone un spécialiste de l'Espagne contemporaine et agrégé d'espagnol, auteur aussi, Nicolas Klein, qui est d'ailleurs actuellement en Espagne. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien, et vous? Vraiment heureux de vous recevoir sur l'échiquier international, accompagné par mon confrère, le spécialiste des questions internationales, Sofiane Baroudi. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Karim. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Nicolas. Même si l'instant nous incite à la prudence, les tendances actuelles donnent l'alliance de la droite vainqueur. Vous aviez parlé, il y a quelques temps que l'année 2023 allait être l'année de tous les changements au sein de la péninsule ibérique. Le spécialiste que vous êtes s'attendait à cette tendance ou cette probable résultante de la droite qui arriverait au pouvoir. Oui, alors il faut rester prudent. On n'a absolument pas de résultat définitif pour le moment. Les premiers résultats n'arriveront que dans un peu plus d'une demi-heure et encore ce sera relativement lent. Pour le moment, on a des sondages à la sortie des bureaux de vote qui donne le Parti populaire en tête, mais ça n'était pas inattendu loin de là, à la droite classique en tête. Selon les sondages, l'alliance de la droite et de l'extrême droite pourrait avoir la majorité absolue, mais d'autres sondages à la sortie du jour la donnent à la limite de la... ont été interdites ces derniers jours, mais on pressentait que la gauche était au fil des mois de plus en plus affaiblie. Finalement, le résultat qui se dessine n'est pas vraiment une surprise. On va dire que la plupart des observateurs donnent l'alliance entre Vox et le PP comme étant potentiellement l'alliance qui va remporter ces élections. Après, comme l'a dit l'invité, la majorité absolue de 176 sièges est un horizon qui est compliqué, y compris pour cette alliance, même si pour l'instant on s'attend à ce que cet horizon soit, si vous voulez, peut-être atteint. Par rapport à la gauche, il y a une reconfiguration de la gauche espagnole, c'est-à-dire qu'à la gauche du PSOE, il y a une reconfiguration autour de Yolanda Díaz et autour de Sumar, qui a y compris aspiré Podemos, et qu'on donne troisième force politique actuellement en Espagne, devançant d'ailleurs Vox qui avait plus de 50 sièges. Maintenant, on la donne à peu près un peu moins de 30 sièges. Et donc, ça fait quand même une percée à la gauche du PSOE de Sánchez. Mais on va dire que la gauche classique incarnée par la social-démocratie ou le social-libéralisme européen, elle, est vraiment dans une perte de vitesse non seulement en Espagne, mais sur tout le continent et même à l'international, comme on l'a vu par exemple en France avec la disparition quasi totale du Parti socialiste. Le PSOE, qui est un peu l'organisation sœur du Parti socialiste français, est aussi en perte de vitesse, notamment
notamment concernant des choix qui ne sont pas vraiment compris par la base électorale, notamment les choix concernant, si vous voulez, les politiques d'austérité ou alors ce qui était vraiment le fonds électoral traditionnel de la gauche a été complètement abandonné, notamment par un PSOE espagnol qui a y compris pactisé avec des régimes qui sont qualifiés de dictatoriaux par l'aile progressiste espagnole elle-même, et ça dénote un peu d'un paysage nouveau, y compris à la gauche de l'échiquier politique en Espagne. Nicolas Klein, on a souvent accolé le qualificatif d'extrême droite à ce parti Vox, mais ce qualificatif renferme tellement de tendances, on ne sait pas exactement à quoi il renverrait au sein de la péninsule ibérique. Pouvez-vous nous préciser les contours de ce qualificatif ? Alors, il est généralement classé à l'extrême droite, ce parti, parce que c'est un parti qui s'oppose de façon très nette à l'immigration illégale. C'est un parti qui est conservateur globalement sur le plan des valeurs sociales, un parti qui prône, on va dire, une société d'ordre relatif. Alors, ensuite, les qualificatifs peuvent varier pour définir Vox. Est-ce que c'est un parti de droite radicale, d'extrême droite? Évidemment, chacun, selon sa sensibilité, va y mettre un petit peu ce qu'il veut. Mais en tout cas, on peut dire qu'en tout cas, il est à droite du Parti populaire indéniablement sur ces sujets-là. Et puis, c'est également un parti qui défend ardemment l'unité de l'Espagne, notamment vis-à-vis des formations séparatistes. On verra ce soir si effectivement Vox parvient à se maintenir en troisième position, qui passera derrière l'alliance de gauche radicale Sumar, sachant que dans tous les cas, d'après ce que disent les sondages à la sortie des urnes, la gauche radicale de Sumar fera en tout cas moins bien que la somme des partis qui la composent. Elle perdra des sièges par rapport à ce que tous ces partis-là avaient jusqu'à présent. Nicolas Klein, vous qui êtes actuellement en Espagne, quel est l'environnement avec la chaleur, la période estivale? Est-ce que les Espagnols ont été happés, se sont sentis impliqués, intéressés par ce présent scrutin? Quel est le sentiment sur place? Alors, les Espagnols sont intéressés par le scrutin parce que c'est extrêmement polarisé et que donc il y a des affrontements gauche-droite très marqués. Mais la campagne a modérément intéressée, on va dire. Elle a été jugée un peu longue et ennuyeuse par la majeure partie des électeurs. Les débats télévisés n'ont pas non plus débouché sur des audiences considérables. Je crois que tout le monde est un peu soulagé d'arriver au bout de ce processus électoral qui, rappelons-le, avait commencé le 28 mai dernier avec les élections municipales et régionales. Sofiane Baroudi, les Espagnols ont senti qu'ils voulaient arriver au bout d'un processus. Ce processus se confond avec le gouvernement Sanchez qui a convoqué des élections anticipées. On a l'impression que Sanchez voulait aussi sortir de cette équation qui devenait de plus en plus inextricable au sein d'un gouvernement qui était entaché par une série de crises. On va dire que déjà le gouvernement Sanchez lui-même est parvenu au pouvoir après une crise, la fameuse crise autour des accusations de corruption contre l'ancien chef du gouvernement Mariano Rajoy. Et la présidence justement de Sanchez a été entachée, voire a été jalonnée par plusieurs scandales différents. On peut citer par exemple le scandale Pegasus ou alors d'autres scandales liés notamment à par exemple le massacre de Nador Melilla qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu aussi plusieurs motions de censure qui ont été proposées par différentes compositions et formations de l'opposition à l'encontre du gouvernement Sanchez, ce qui a débouché au bout sur la dissolution du Parlement et une convocation d'élections générales anticipées aussi après une défaite historique dans les élections locales, notamment dans certaines régions qui étaient très PSOE. Et donc, on va dire qu'il y a une succession, si vous voulez, de crises politiques en Espagne qui ont amené justement à ces élections générales qui sont un enjeu crucial parce que justement, on est, si vous voulez, à une intersection, alors à un carrefour où il y a une nouvelle configuration déjà sur le continent européen et au niveau international, où il y a aussi une confrontation de plusieurs projets de société. D'ailleurs, c'est le cas entre la composition, si vous voulez, de gauche radicale Sumar et ce que représente aussi Vox. Ces deux conceptions complètement différentes, voire antagoniques de l'État espagnol. Nicolas Klein, José Saramago, le célèbre écrivain portugais prix Nobel de littérature qui a vécu une grande partie de sa vie en Espagne et qui est mort d'ailleurs aux Canaries, a dit que le pays, l'Espagne en l'occurrence, était celui des mots-têtes. C'est une métaphore pour dire que c'est un pays où tout ce qui devrait être simple est compliqué. Donc avec cet éventuel changement politique au sommet de l'exécutif, cette difficulté déborderait de la métaphore du célèbre écrivain portugais, non ? Oui, alors de toute façon, je souscris assez bien à cette maxime de Saramago, sachant que oui, le système même institutionnel et électoral espagnol est complexe.
C'est un système, par exemple, les élections se font à un seul tour avec pas le gouvernement. Et donc Núñez Feijóo, le président du PP, a ajouté que si le Parti socialiste bloquait son investiture, eh bien dans ce cas-là, il ferait une alliance avec Vox. Sofiane Baroudi, on se souvient de la crise de 2008 qui avait secoué l'Espagne et qui avait accouché d'un mouvement, les mouvements des indignés, qui se reconnaissaient d'ailleurs dans aucun parti traditionnel. On se rappelle également de leur rassemblement monstre. En 2017 également, il y a eu la crise de la Catalogne avec le processus de séparation que le pouvoir central avait jugé illégal. On se rappelle également, bon, c'est vrai que le pays renoue avec le tourisme, avec le retour des 72 millions de visiteurs pour le pays. C'est le deuxième pays le plus visité au monde. Mais on sent depuis quelques années que l'Espagne est traversée par de nombreuses crises. Exactement. Déjà, si vous voulez, la crise de 2008 et le mouvement de 2011 qui a eu en Espagne a engendré une formation politique un peu, si vous voulez, hétéroclite ou alors alternative qui s'appelait Podemos et qui a réussi à participer à différents gouvernements, dont le dernier gouvernement Sanchez. Après, si vous voulez, y compris la composition Podemos, s'est fondue elle-même dans une nouvelle composition qui s'appelle Somal, dont le principal objet, si vous voulez, ou alors la principale revendication au programme électoral, c'est de résoudre la crise économique et sociale. Il faut se souvenir que Yolanda Díaz était ministre du Travail, qu'elle a essayé d'apporter des solutions, notamment concernant des problématiques qui sont encore des problématiques de grande importance au niveau économique en Espagne. On va citer par exemple le chômage de la jeunesse, qui est l'un des taux les plus élevés en Europe. Il y a aussi la problématique du logement, qui était au centre de la campagne électorale en Espagne. Il y a aussi d'autres problématiques économiques de grande ampleur, comme le transport ou alors l'énergie. Observez ce pays depuis de nombreuses années, vous voyez bien que la société espagnole est divisée entre déjà le nord et le sud, ou bien sur plusieurs sujets sociétaux, comme le débat autour de la mémoire dont vient faire allusion mon confrère Sofiane Baroudi, sur les crimes franquistes avec la levée de la loi d'amnistie de 1977. Les défenseurs des victimes demandent également l'ouverture des fosses communes de cette période. Mais sur un autre aspect, on a vu aussi un Sanchez plus sociétal que tentant de faire des choses ou avancer des mesures sur l'économie, avec des mesures, par exemple, on peut en parler, ce qui touche ces politiques du genre qui touchent des adolescents de 16 ans, qui changent d'orientation sans avoir l'aval de leurs parents. On peut aussi citer la loi sur l'euthanasie. Donc un Sanchez qui fait des sorties qui suscitent l'inquiétude dans un pays avec quand même des fortes tendances catholiques, voire traditionnelles. Alors, je pense que Pedro Sánchez a cherché à se démarquer le plus possible de la droite et à mettre le plus possible la droite en difficulté en utilisant effectivement ces sujets qui sont des fers de lance de la gauche en Espagne sur les questions sociétales, sur la question de la mémoire historique vis-à-vis du franquisme. Et c'est vrai que ce sont des questions, des sujets très brûlants qui relancent les débats et qui nourrissent la polarisation dans le pays. Et qui, en fait, ont replacé véritablement, je pense, au cœur du débat idéologique espagnol, le clivage droite-gauche. À un moment, on avait peut-être pensé que le clivage droite-gauche allait s'estomper, au profit peut-être d'un clivage entre des partis dits populistes et des partis dits traditionnels. Mais en réalité, c'est le clivage droite-gauche qui se réimpose clairement et très nettement aujourd'hui en Espagne. Et Pedro Sánchez fait partie, avec d'autres personnalités de gauche et de droite, il fait partie des personnes qui justement ont contribué à remettre ce clivage au centre du débat. On l'a dit, des élections générales en Espagne anticipées cruciales, dont l'opposition de la droite est donnée favori, mais la prudence est de mise, enfin des élections qui pourraient aussi amener l'extrême droite au pouvoir. Quelles conséquences, si un tel scénario se révélait vérifié, quelles conséquences donc sur la politique étrangère de l'Espagne? Élément de réponse avec justement un sujet signé Sofiane Baroudi. La régie. Le sujet. Non. Le président du gouvernement espagnol sortant, Pedro Sánchez, se confronte à l'examen des urnes. Il a exprimé que ces élections générales en Espagne étaient très importantes pour l'Europe et pour le monde. Le taux de participation tendanciellement plus élevé que celui des élections de 2019 indique un regain d'intérêt citoyen pour ce scrutin aux enjeux cruciaux. Beaucoup d'observateurs estiment que le Parti populaire dirigé par Alberto Núñez Feijóo devrait remporter ces élections législatives. Toutefois, l'horizon de la majorité absolue paraît difficilement réalisable. Pour rappel, le PP, centre-droit, est lié par un pacte électoral avec la composition d'extrême droite souverainiste du courant espagnoliste Vox. Une coalition conservatrice est donc pressentie pour le prochain gouvernement à Madrid.
La percée du courant conservateur et de l'expression de l'extrême droite en Espagne, qui va probablement signer un retour au pouvoir après des décennies, a été largement commentée sur le vieux continent. Pour rappel, l'Espagne préside l'Union européenne depuis le début de ce mois. Plusieurs pays de l'Union sont déjà gouvernés par des expressions politiques d'extrême droite ou du souverainisme, à l'instar de l'Italie, de la Hongrie ou encore de la Pologne. Dans une conjoncture de conflit de haute intensité en Europe, l'Espagne, sous Pedro Sánchez, a fait preuve d'activisme dans le soutien politique et militaire à l'Ukraine, comme elle a plaidé pour le renforcement du flanc occidental de l'Alliance Atlantique. Cette donne est au centre des préoccupations internationales inhérentes à ce scrutin. La relation avec la région latino-américaine et caribéenne est également questionnée, notamment après le dernier sommet CELAC, Union européenne. Mais l'un des grands enjeux diplomatiques est probablement la relation avec la rive sud de la Méditerranée. L'opposition espagnole a fortement critiqué le rapprochement de Sánchez avec le régime marocain et le renoncement de Madrid à sa responsabilité historique dans la tâche de décolonisation du Sahara occidental. Si la droite promet un retour à une politique d'équilibre régional et aspire à rattraper les erreurs stratégiques commises par l'exécutif sortant, la gauche du PSOE, incarnée par Sumar de Yolanda Díaz, affiche pour sa part un soutien à la lutte du peuple sahraoui, dans l'objectif de lui permettre de disposer de lui-même, et promet plus d'engagement sur le dossier de la défense des droits humains. La question stratégique de l'espace aérien et maritime entre les îles Canaries et le Sahara occidental occupé et celle des zones de pêche continue de soulever un débat profond et clivant. Le nouvel échiquier politique espagnol sera donc un élément important dans la reconfiguration du paysage régional et international. Nicolas Klein, dernière question. La thématique du Sahara occidental avec le revirement de Sánchez qui s'est dit accompagnant la feuille de route du Maroc à l'endroit du Sahara occidental au lieu de se conforter à une neutralité administrative historique. Alors cette question-là a-t-elle forcément ou a-t-elle eu des conséquences sur l'affaiblissement de Sánchez durant ce rendez-vous électoral selon vous ? Alors peut-être pas ce sujet directement parce que les Espagnols votent rarement en pensant aux questions internationales en priorité, mais ce qui est certain c'est que l'opposition à Pedro Sánchez, l'opposition à droite et même ses partenaires de gauche radicale de Sumar critiquent beaucoup la nouvelle relation que Pedro Sánchez a instaurée avec le Maroc et plaident effectivement pour un retour à ce que l'Espagne prônait avant, c'est-à-dire une solution d'autodétermination à terme pour le Sahara occidental. Plus globalement, ce qu'on peut noter, c'est que l'opposition de droite, et même Sumar, sont très critiques vis-à-vis de la complaisance de Pedro Sánchez à l'égard des autorités marocaines, ce qu'elle qualifie comme une complaisance. Est-ce que Pedro Sánchez vend comme une alliance stratégique ? De ce fait, effectivement, on peut s'attendre, il faudra le vérifier bien entendu, mais on peut s'attendre à ce que le retour possible de la droite au pouvoir change de nouveau la donne dans les relations de l'Espagne avec le Maroc, le Sahara occidental et l'Algérie. Sofiane Baroudi, si le scénario de cette droite, de cette alliance de la droite arrivait au sommet de l'exécutif, est-ce qu'on verrait un changement de la politique étrangère de l'Espagne vis-à-vis du Sahara occidental, mais aussi vis-à-vis de l'Algérie ? Alors écoutez, Feijóo l'a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire que l'une des priorités en politique étrangère, c'est d'instaurer ce qu'il a qualifié d'étant une politique étrangère d'équilibre avec les pays du Maghreb. Après, ce qui est aussi d'important à saisir à droite, c'est qu'il y a une pression importante de la part des milieux, notamment du grand patronat espagnol, qui ont subi un manque à gagner très très important suite au gel, si vous voulez, des relations économiques, notamment avec l'Algérie. Après, il y a aussi une pression importante de la société civile espagnole pour que, même à gauche et à droite, pour que l'Espagne prenne en charge sa responsabilité historique dans la tâche de décolonisation du Sahara occidental. D'ailleurs, il y a même des, si vous voulez, des candidats d'origine sahraoui dans les listes. Sumar, on citera l'exemple de Madrid, par exemple, la numéro 3 est une activiste sahraoui, mais elle est aussi candidate pour Sumar. Et donc, si vous voulez, la question du Sahara occidental a été quand même au centre des préoccupations dans, si vous voulez, dans les milieux d'élite en Espagne, de droite comme de gauche. Et la droite s'est engagée, après la pression des milieux patronaux, mais aussi, si vous voulez, par pragmatisme politique, à réinstaurer la ligne diplomatique qui est la ligne diplomatique historique de l'Espagne, une diplomatie d'équilibre, parce qu'on a reproché aussi à Sánchez une forme de soumission, si vous voulez, au diktat du régime d'occupation marocain,
une soumission qui n'a pas été vraiment comprise et à laquelle beaucoup d'explications ont été données, notamment la fameuse explication des pressions ou du chantage via le logiciel Pegasus, mais il y a d'autres formes de pression qui ont été citées par l'opposition en Espagne. Nicolas Klein, je vais un peu abuser de votre temps, vraiment la dernière question, après je vous embête plus. Dites-moi, comment vous voyez l'avenir, comment vous voyez ces prochains mois au sein de l'Espagne, parce que déjà on est en train de dire que l'Alliance de la droite va avoir beaucoup de difficultés à former un gouvernement. Alors, tout va dépendre en fait du score atteint par l'Alliance Parti Populaire Vox. Comme je le disais tout à l'heure, il est clair que si le Parti Populaire est tendu, ça c'est certain. Donc on va être encore dans l'incertitude pour quelques semaines au moins. Voilà, ça sera tout. Sofiane Baroudi, tu voulais rajouter quelque chose? Comment vous voyez les prochains mois en Espagne? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs questions d'ordre stratégique très importantes qui sont posées actuellement en Espagne et auxquelles le prochain gouvernement devra se confronter très rapidement, parce qu'il ne faut pas oublier une donne très importante, c'est le fait qu'il y ait un conflit au Sahara occidental qui a repris, et ce conflit-là, qui est un conflit de basse intensité, mais qui peut devenir un conflit de haute intensité, mais aussi la région, si vous voulez, sur des charbons ardents, et notamment la péninsule ibérique, qui se questionne beaucoup sur cet état de fait. Et je le rappelle encore, il y a une responsabilité historique de l'Espagne par rapport à cette question, qui est d'importance internationale. On voyait l'avènement, avant l'avènement de Giorgia Meloni en Italie, on disait que c'était l'extrême droite et qu'il allait avoir forcément des difficultés avec l'Algérie. Aujourd'hui, si une alliance de la droite qui arrive au pouvoir, on peut s'imaginer que les relations avec Alger s'amélioreraient. Moi, je pense que, si vous voulez, le facteur du pragmatisme politique a fait que ce qu'on disait par rapport à Giorgia Meloni, notamment dans l'Union européenne, a été complètement estompé par la politique qui est menée, qui est une politique très pragmatique. Je pense que c'est à peu près le même cas, c'est-à-dire que l'Espagne est un pays qui vit beaucoup de crises intérieures très importantes, et aussi la situation économique est, on va dire, très chrysogène. Et comme je le rappelais, il y a une situation de conflit régional qu'il faut résoudre. Et la seule résolution possible, c'est celle qui est préconisée par le droit international, c'est-à-dire l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Merci Sofiane Baroudi. Voilà, ce sera tout pour l'échiquier international du jour. Merci à Nicolas Klein d'avoir pris le temps de son congé pour se prêter au jeu. Merci également encore à Sofiane Baroudi d'avoir été avec moi. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous retrouverai demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.